Bonjour, voici un réenregistrement de la présentation de ma classe que j'ai fait au colloque ICEM 34 PIDAPI au Mas de Lozère le 8 juin 2013. Voilà, l'objet de ce colloque c'était les maths ensemble, donc les maths dans une classe coopérative. Donc ma classe, je suis Pierre Ciotat, la classe est une classe de cycle 3, il y a eu 22 élèves cette année, et c'est une classe urbaine. Donc voilà le plan de ma présentation. Donc il y aura une présentation de classe, ce que c'est qu'apprendre ensemble, ce que c'est qu'apprendre seul, et est-ce qu'on peut apprendre aussi avec des évaluations. Cette présentation a été faite aussi avec les enfants de la classe. 3 sont venus lors du colloque. Pour différentes raisons, la qualité de l'enregistrement, on a décidé de le réenregistrer. Par contre, on a pu garder certains moments où c'est eux qui parlaient, et en particulier la présentation de classe. Donc c'est pour quoi vous les entendrez parler. Donc enfin, dernière chose, le plan donc là est en fond jaune. À chaque fois que nous entrerons dans une des parties de la présentation, le fond sera bleu. Très bien, nous commençons par la présentation de classe. Nous présentons notre école. Elle s'appelle Simon Bolivar. Nous sommes une classe de cycle 3. Nous sommes 22 élèves, dont 5 CE2, 8 CM1 et 9 CM2 plus CM1. Dans la classe, il y a 7 ordinateurs, plus celui du maître. Chaque ordinateur est partagé en 4 élèves. Ils contiennent des logiciels de plusieurs matières. Un logiciel s'ouvre quand l'ordi s'ouvre. Il s'appelle Clic Menu. Ce logiciel rassemble tous les logiciels. Ça s'ouvre pas ça s'ouvre sous Windows, mais en fait l'ordinateur, c'est ça qu'ils ont en permanence, c'est ce tableau de bord. Et donc il y a des liens, chaque bouton est un lien vers un logiciel, ce qui simplifie énormément la gestion au début de Windows. Voilà. Donc clic menu. Chaque fois que j'ajoute un logiciel ou un document, je mets juste un bouton dans clic menu, il clique dessus et il s'ouvre. Nous avons beaucoup de matériel de travail, des règles, des compas, des équerres, des balances, des crayons, des stylos, des cahiers, des réglettes, des fiches, des dictionnaires, un pluvomètre, des cartes, des livres, un globe, un planisphère, des poulies, etc. La classe est divisée en plusieurs parties. Il y a le coin géographie et le coin histoire. Le coin sciences, le coin exposé. Le coin français. Le coin affiche libre. Le coin dessin du jour. Les choses qu'on aime bien. Il y a la météo flash. Le kaleidos. Le futsal. Le tai chi chuan. Le rugby. Le conseil. Les réunions. Le DVP. La présentation à la classe. Et le quad neuf. Donc je leur avais demandé qu'est-ce que vous aimez dans la classe, parce que ça fait partie aussi de la présenter. Et donc il n'y a rien en maths qui est apparu, donc il va falloir travailler. Donc voilà, mais en tout cas c'est ce qu'ils aiment dans la classe. Donc voilà, elle a été faite par Anasso qui a beaucoup travaillé aussi et qui n'est pas là, et puis la classe. Voilà, pour la présentation de classe, c'est terminé. Et je me suis demandé donc dans ma classe comment on apprenait les maths et ensemble, donc je vais commencer par l'inverse. Est-ce qu'on apprend les maths seul? Et oui, il faut aussi apprendre les maths seul. Donc voilà tous les endroits où j'ai repéré qu'on pouvait apprendre des maths seul. Alors d'abord, il y a tous les entraînements. Donc les entraînements, la systématisation, la répétition, tout cela c'est plutôt seul. Donc les devoirs, en général c'est seul, même si pour certains ils sont aidés à la maison ou ils le font en études avec les copains ou avec l'enseignant. Mais malgré tout, il y a quand même une partie où on est seul à sa table et où on doit répéter ou faire ce qui est demandé. Dans ma classe aussi, les problèmes, on les fait de manière seule, c'est-à-dire que j'ai un dispositif une progression sur les problèmes et qui est assez répétitive. Donc c'est une fois par semaine, des fois ça a été même 2 fois par semaine. Et on a c'est vraiment des progressions assez simples sur la différence entre l'énoncé et la question, la recherche, la réponse, chercher
les informations inutiles dans l'énoncé, construire les réponses, construire les questions à partir des réponses, enfin voilà, tout ça, quelque chose de construit sur le problème. Et là, il y a ils le font, c'est corrigé, c'est seul, c'est sur le cahier, et il y a très peu d'échanges là-dessus, si ce n'est que parfois ça donne lieu à des leçons. Voilà. Donc les opérations aussi, les modes opératoires des opérations. Donc là, c'est des choses qu'ils font et que je présente en groupe classe ou en petit groupe une manière de faire les additions, une manière de faire les soustractions, une manière de... Voilà. Donc ils les font, ils voient s'ils ont bon, ils regardent pas la correction, s'ils ont pas bon, bah, je répète une autre fois que voilà comment on fait avec la retenue. Et là, d'une certaine façon, ils sont seuls face à leur mode opératoire et avec moi. Et c'était, j'allais dire, une manière d'enseigner modèle. Il y a un modèle et ils le suivent. À moins qu'ils arrivent à me montrer qu'autrement, ils arrivent à le faire de manière au moins aussi efficace, ce qui est assez rare. Donc, dans ma classe aussi, on apprend seul avec la géométrie. Donc la géométrie, c'est une des choses qui est dans le plan de travail, qui est à faire à chaque plan de travail. Donc on le voit ici, c'est une partie de ce plan de travail. Il y a une géométrie c'est par des fiches qui sont numérotées. Donc voilà, donc il y a à faire, à corriger, terminer. Donc je me suis basé sur ces documents-là, connaître de Hatier, que je trouve très bien fait. Il y a de CE, il y a même CP, je crois même. Mais moi j'utilise du CE1 au CM2. Je les ai appelés niveau 1, 2, 3. Et les élèves ont une fiche de suivi, voilà, qui est près de mon bureau. Et donc chaque fois qu'ils avancent, comme il y a une progression là, c'est vraiment un fichier avec une progression. Donc les élèves montrent d'abord de quel niveau de fichier ils sont. Et puis ils cochent une croix chaque fois que je leur ai dit c'est bon, tu peux passer à la 10, le travail est fait. Donc le suivi est près de mon bureau et une possibilité de progresser sur les 3 ans. Ils peuvent aller ils commencent tous par le 1 ou à peu près, et ils terminent tous par au moins le 3 et voire certains le 4. Donc voilà à quoi ça ressemble pour vous montrer un exemple. Donc c'est toujours la même chose, il y a une leçon qui reprend un petit peu le concept. Si c'est les cercles, on va voir ce que c'est qu'un cercle, un rayon, etc. Et puis il y a des exercices, voilà. C'est pas mal manipulatoire, donc il y a beaucoup de traçage. Ça doit être le niveau 2. Les questions les consignes sont assez courtes, et en tout cas il y a la place au traçage. Voilà. Donc ils ont il y a une armoire ouverte dans la classe où ils peuvent se servir, et là ils ont dans les niveaux les fiches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 24, et ils en ont des photocopies. Donc ils la prennent, ils la remplissent et ils me la mettent à corriger. Voilà. La chose encore où ils s'entraînent seuls, c'est l'étape de multiplication. Donc ici, merci Bruce, voilà, vous la trouverez sur le site de Bruce de Mauges. Elle est, voilà, voilà, ils ont ça en début des 3 ans. Et ils s'entraînent, d'abord ils les ont pour les apprendre, ils peuvent les faire dans un sens, dans l'autre, ça on apprend à les travailler, et après ils demandent à leurs parents, à leurs frères, sœurs si c'est à la maison, à leurs voisins si c'est en rituel table de multiplication pendant le plan de travail, ou à moi, chaque fois ils disent interroge-moi sur la table du 1 et du 2. Je lui dis alors d'abord tu le veux comment, dans l'ordre, alors d'accord, une fois 1, une fois 2, 2, hop je lui mets des verres, ou après dans le désordre, ou après dans l'autre sens, enfin voilà. Et sur les 3 ans, ils arrivent à remplir voilà, toutes les tables. Évidemment, la table du 1, dès qu'ils en ont 2 ou 3, c'est bon, la table du 1, ça va vite. Et puis, il n'y a pas besoin de remplir toutes les cases. Enfin, en tout cas, dans ma classe, il n'y a pas besoin. La table du 2, ça se complique. Dès qu'il y en a un rouge ou un orange, on reprend. Et en gros, dès qu'il y en a 2, 3 verts qui suivent, c'est bon, à part les dernières tables où c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc ça, ils l'apprennent seuls. Il y a un moment, il faut mémoriser. Alors, on apprend aussi seul grâce aux ordis. Donc, je vais vous présenter, il y en a 2 dans la classe. Donc, dans la classe, les enfants, il y a 7 ordis. Donc, ils ont chacun, ils sont 4 par ordi. Et il y a 4 jours de la semaine. Donc, ici, ils rentrent leur nom. Alors là, je ne l'ai pas fait parce que c'est sur mon ordi à moi. Donc ils ont leur nom, ils rentrent leur nom et ils rentrent sur leur abacal, il y a leur nom qui apparaît ici, et leurs résultats sont mémorisés sous leur nom. Donc il y a plein de choses, ça commence vraiment alors entraînement, ils ont du temps libre,
et exercice, le temps est limité. Voilà. Et ils répondent aux questions 6 plus 3. Alors, hein, je vais le faire 9, voilà. 3 plus 2, 5. Voilà. Donc, ils répondent et il y a une correction. Et ils enregistrent ici vert ou bleu selon ce qu'ils ont fait. Voilà, il y a des jeux, il y a des choses vraiment très très intéressantes sur Abacalc, qui est un logiciel gratuit. Donc il y a aussi sur les chiffres romains, il y a sur les euros, voilà. Donc ça c'est quelque chose où ils sont prioritaires un jour de la semaine et ils peuvent s'entraîner. Certains me le demandent pour l'installer à la maison, donc ils s'y entraînent aussi à la maison. Donc c'est pas ça que je voulais faire. Je suis sur... je sais plus où je suis. J'ai fermé. J'arrête le recording. Voilà, Oline, on reprend à partir d'ici. Donc voilà, sur les ordis, voilà une façon d'apprendre seul. Alors nous avons aussi des recherches mathématiques. Donc les enfants peuvent, on va voir comment faire ce qu'on appelle des recherches mathématiques. Donc ils font des recherches, merci à Monsieur Torel qui nous a montré ça un jour d'un week-end de maths ou d'un samedi maths organisé par l'IGEM. C'était il y a quelques années. Donc voilà, la motivation pour l'élève c'est d'avoir sa création maths choisie. Ils doivent dans le plan de travail donner une création maths par plan de travail et parfois la création maths je leur renvoie, je leur valide pas pour qu'ils la proposent tant qu'ils n'ont pas refait un travail, qu'ils n'ont pas affiné quelque chose, ou il y avait quelque chose qui m'a gêné, quand je sens qu'il y a un peu de motivation, parce que souvent ils y sont attachés à leur création maths, il y a quelque chose d'émotionnel, et donc ça les intéresse qu'elle soit présentée, ou ça les intéresse de la pousser plus loin. Donc ils font d'abord une recherche seule, il y a une validation qui est faite avec moi, ça peut des fois être validé en une fois, voilà, tu la présenteras, on verra si les élèves veulent réfléchir dessus, mais aussi moi je leur dis, voilà, je peux leur proposer des pistes de recherche. Et ensuite, une fois que les pistes de recherche sont faites, elle est validée en fin de compte. Hein, il peut y avoir 1 ou 2 boucles là, et ensuite elle est présentée aux autres pour le choix de la création maths. Voici des exemples. Ici, il avait commencé par quelles sont les droites perpendiculaires. Alors, outre le fait qu'il n'y avait aucune droite qui était perpendiculaire, donc peut-être c'était ça qu'il fallait travailler. Donc ici, on a travaillé sur comment on fait des droites perpendiculaires avec lui. Donc je vais montrer aussi là de manière individuelle. Alors l'intérêt, c'était ce que M. Torel aussi avait montré, c'était vraiment, on fait ça sur une feuille, qu'elle soit n'importe quoi, et on va garder l'évolution de la pensée. Donc on scotche, hop, on met un grand bout de scotch ici, et on lui dit, voilà, il revient, et puis là, bah non, bah écoute, ah bah oui, c'est bien, mais ça c'est moi qui l'ai fait, ou refais-en d'autres, peut-être pas droite, hop, je rescotche ici, et il va continuer. Et puis ici, ça va continuer, on va dire, ah bah oui, mais ça c'est bien, mais... donc il a terminé sur ça, fait un carré dans un cercle. Donc il nécessite d'avoir les diamètres perpendiculaires. Donc là c'était une situation auto-validante. Donc hop, on remet ça. L'intérêt d'avoir un livret comme ça, c'est quand il présente sa création maths, il présente l'ensemble du livret. Donc il montre tout son travail. 2, c'est quand même des créations maths qui ont plus de chances d'être choisies parce qu'il y a plus de travail. Il y en a des fois, ils font des créations maths juste avant le choix de la création maths, à l'arrache en 20 secondes. Et ça, il y a quand même plus de chances d'être choisi. Et la troisième chose, les élèves voient qu'on n'arrive pas à ça comme ça. Ils voient aussi, eux, qu'il y a eu un cheminement chez les autres. Voilà, si une autre, il y en a eu une période labyrinthe, une grosse période labyrinthe cette année. Donc ça stimulait beaucoup d'élèves. Donc on voit là un qui fait un labyrinthe plutôt intéressant, enfin en tout cas complexe. Donc il voulait que les autres le reproduisent. Donc c'était un peu compliqué. Donc je le mets sur une feuille 5-5 là. Et je lui dis, bah oui, mais si on veut pas décalquer, il va falloir que tu trouves les nœuds, les coins, les symétries, les trucs pour qu'il le fasse. Et donc il arrive à ça, je suis encore pas d'accord, je dis regarde, c'est pas symétrique, là qu'est-ce que c'est que ça, les cercles concentriques là, il va falloir qu'on les mesure, ça va être compliqué, et en fin de compte il arrive à ça, c'est celle-là qui sera proposée. C'est encore pas tout à fait un labyrinthe parce qu'il n'y a pas d'entrée, mais c'est quand même pas mal. Je crois qu'à la fin il a quand même gommé, ou je sais plus. Voilà une autre proposition, donc là il y avait des cercles concentriques. Donc on était dans la période labyrinthe. Alors je lui dis là, viens me voir. Ça veut dire ça va pas être validé. Alors il vient me voir et on observe. Alors là je crois que c'est moi qui l'ai rajouté, le trait rouge. Je lui dis bah oui mais tes cercles concentriques, ta rosace elle est même pas... Voilà, là il y a un problème. Donc il va le refaire, il va arriver à ça. Donc là il y a le fameux PL, propose-le.
Donc là, l'entrée est là, on la gomme un peu et on arrive ici. Il y a toujours la rosace qui va nous gêner. En fin de compte, on va enlever la rosace et quand elle va être présentée et choisie en création mat, ça va devenir ça, forme épurée. Et on va encore avoir un problème parce qu'il a remis, il n'a pas remis les entrées et les sorties. Mais enfin, on est arrivé à ça. Donc là, c'est reproduit cette figure. Voilà. Donc, les créations maths, les recherches maths, donc c'est quelque chose qui est une recherche seule, mais où on apprend à penser, en fait c'est seul en binôme, on va dire, avec moi. Et il y a aussi la dictée de nombres. Alors c'est dictée fait par les élèves en fonction de leur niveau, niveau 1, 2 ou 3, ils proposent des nombres dans des encadrements. Donc les autres vérifient qu'ils soient en fonction de leur niveau bien dans leur encadrement, et moi j'écris sur le tableau les réponses. Donc là c'est seul dans le sens où ils ont à construire un nombre, voilà, ils doivent dire un nombre entre 1 million et 2 398 377. Donc là ils construisent, ils sont en production. Ensuite ils le dictent aux autres et les autres sont en réception. Ils doivent écrire cette phrase orale en nombre. Et moi je mets au tableau caché le résultat, enfin le nombre. Ça peut être en lettres, des fois on le fait en lettres, des fois le plus souvent en chiffres. Et ensuite, une fois que c'est fini, je montre le tableau. Et là, les élèves valident, voilà, ils ont leur réponse. Il y a le nombre numéro 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 23, 24. Et voilà, c'est ou juste ou faux. Donc là, c'est seul. Donc c'est sur le cahier. Moi, si je vois qu'un élève, toutes les semaines, arrive à rien faire, évidemment travailler sur certaines choses. Mais voilà, ils peuvent changer de niveau. Ceux qui arrivent à tout faire, ils font autre chose. Voilà. Donc, certes, c'est seul, mais là je mets des points d'interrogation parce qu'en fait, on voit que dans tous ces registres où on apprend, il y a à chaque fois l'intervention de quelqu'un. Recherche maths, c'est avec moi, mais quand même la motivation, c'est de le montrer à la classe. La géométrie, il y a un tableau de suivi. Les opérations, oui, peut-être. Les ordis, ils doivent être seuls, mais ils sont souvent à deux dessus, et puis ils se comparent, et puis tiens, ils se montrent comment ils font. Les tables de multiplication, on le sait bien, c'est à la fois celui qui interroge et qui corrige, il apprend au moins autant que celui qui est interrogé. Enfin voilà. Donc en fait, tous ces choses-là, les devoirs, évidemment, ça se fait rarement tout seul. Enfin bon, ça se fait tout seul, mais c'est bien aussi quand c'est fait à plusieurs. Donc voilà les choses que j'aurais pu dire qui sont à apprendre seul en maths, mais en fait qui sont tout le temps socialisées en fait. La dictée de nombres, je vous l'ai fait un peu rapidement. En fait, j'ai mis prêt parce que lors du colloque, j'ai demandé à la salle, ceux qui assistaient, on l'a fait ensemble. Voilà. Donc pour apprendre seul, on en est là. Donc je me suis dit, en fait, malgré tout, on apprend quand même beaucoup ensemble dans la classe. Et on apprend ensemble sur tous ces... Oui, on est bleu, hein, on est dans apprendre ensemble. Et donc je me suis d'abord demandé pourquoi. D'abord parce que apprendre, c'est mémoriser, certes, mais c'est aussi comprendre. Et comprendre, c'est prendre ensemble. Et c'est transférer. Et là, transférer, on a souvent besoin de l'autre pour transférer. Ou des situations de l'autre, ou d'expliquer à l'autre, ou une situation amenée par quelqu'un qui nous fait réutiliser la compétence qu'on a. Donc en fait, pour mémoriser, on a vu que c'était intéressant de se faire aider par quelqu'un, et puis aussi de voir comment les autres mémorisent. Enfin, à chaque moment d'apprendre, les autres en fait sont des stimulants ou nous aident à faire la tâche d'apprendre. On apprend aussi les maths ensemble parce que l'élève est une personne, et puisque c'est une personne, c'est un humain avec des relations. Donc voilà, dans une classe, on peut pas faire autrement que de prendre la composante personne, donc la composante relation avec ses émotions. Et donc, si on n'a pas le choix, et c'est tant mieux d'ailleurs qu'on n'ait pas le choix, autant en faire un levier d'apprentissage, plutôt que de le subir. Voilà, que la classe, certes, ils sont 28, 30, 25, 20, mais ça pose des fois des difficultés, mais c'est aussi une formidable communauté de recherche. Donc, autant en profiter. Mais pour ça, ça demande un peu d'ingénierie, un petit peu. Voilà, on va voir comment. Aussi parce que... il y a un vieux manuel qui est l'Ancien Testament qui dit « Fais et tu entendras », entendras dans le sens de comprendre.
et que en fait les autres sont des formidables moteurs de faire des activités. On le fait pour les autres, on le fait avec les autres, et en faisant, même si on ne s'est pas didactisé par l'enseignant, on apprend énormément en faisant. Et c'est vrai que faire tout le temps seul, c'est un peu asséchant. Et là, le fait que les autres soient là, ben, on a envie de le faire ensemble. Et en faisant, on apprend. Et enfin, apprendre ensemble, parce que moi, ça me correspond. Je me suis rendu compte aussi, pour apprendre aux autres, j'ai dû un peu me demander comment j'apprenais moi-même. Et en fait, non, que ce soit pour la motivation, pour la quantité de travail ou pour la clarté en moi, j'ai besoin des autres, quoi. C'est ma façon aussi de penser et d'apprendre. Donc, on voit pourquoi apprendre ensemble. Donc, on va voir plusieurs endroits en maths où on apprend ensemble. Alors, d'abord, ce qu'on appelle les rituels seuls. Les rituels, normalement, c'est quelque chose que l'élève fait assez seul. Et pourtant, dans les opérations et problèmes, il a une validation par la correction. Il a un modèle. Donc là, c'est un type de correction. Dans le calcul mental, on l'avait déjà vu, il y a une validation. Donc c'est pour ça que c'est un rituel seul. C'est quand même l'enfant qui le fait et il valide tout seul, s'il a juste ou bon. Par contre, je vais le remontrer. Certains enfants vont marquer au tableau, puisque ça c'est au tableau lors du rituel. Le rituel c'est le lundi, c'est au tableau au début du plan de travail. Les élèves font 2 niveaux en général. Donc le premier niveau il est abandonné assez rapidement, puisque tout le monde y arrive assez vite dès le CE2. Entrée du CE2, c'est un peu pour les premiers plans de travail. Ensuite, ils ont à faire 2 niveaux là-dedans. Donc c'est niveau 2, 3, 4. En fait, le 5, souvent je le scinde en 2. Et puis je rajoute des choses aussi. Donc ça, c'est un logiciel fait par Cédric Léon, qui est fait sous Excel et qui en fait, en fonction de la date, génère de manière aléatoire, qui remplit tout ça, quoi. Donc moi, j'ai pas à le faire toutes les semaines. Merci Cédric. Donc c'est au tableau, les élèves le font sur leur cahier. À un moment vers 11h, 11h15, je demande à certains élèves qui ont fini d'aller mettre leur solution. Et ensuite, vers midi moins le quart, on corrige. Donc là, on compare. Je demande aux élèves de regarder et de me dire s'ils ont trouvé la même chose. Ceux qui n'ont pas trouvé la même chose, ils essayent de me dire pourquoi et comment ils ont fait. Donc en fait, ici, la correction, elle est, pour pouvoir dire on n'a pas la même chose, il faut justifier, d'expliquer comment on a fait. Donc là, quand j'en ai parlé moi aux élèves de comment on apprend les maths ensemble, les élèves qui sont venus à la présentation là, c'était une des premières choses qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit on apprend ensemble quand on fait la correction du calcul mental, parce que on comprend comment les autres y font. Donc voilà, c'est l'explicitation des procédures. Et ça, c'est fait en particulier ici, dans la correction du calcul mental. Alors, on apprend aussi ensemble grâce aux affichages. Dans la classe, quand un élève a compris, il peut en faire un affichage. Donc voilà, je vous montre les affichages de maths. Alors il y a en géométrie. Alors, évidemment, la photo n'est pas très bonne là, mais dès qu'un enfant a rencontré une figure, qu'il la maîtrise ou qu'il sait la tracer, il peut en faire un affichage et elle est affichée. Donc voilà, elle est solide là. Là par exemple, on voit la pyramide. C'est Sergi qui est en train de le faire là, à ce moment-là. Il en fait plusieurs, il fait des perspectives, on se demande comment ça va. Et là, ça y est, elle est finie. Il va la présenter à la classe. Et si la classe trouve que c'est significatif ou que c'est beau ou que voilà ou que c'est leur copain, et ben ils vont dire oui on peut la mettre en affichage et on va la mettre ici en affichage. Donc en fait je les enlève régulièrement les affichages et puis on les renourrit au fur et à mesure de l'année. Ici il y avait une élève Yousra qui avait fait dans sa ceinture, elle avait eu du mal avec les chiffres romains, elle avait passé beaucoup de temps, donc à la fin elle en a fait un affichage. Elle l'a montré et il est dans la partie maths des affichages. Et ça, c'est pas un affichage que j'aurais fait moi. J'aurais fait dans un sens différent. Moi, j'aurais été peut-être beaucoup plus didactique. Pourquoi elle a mis le 90, c'est pas le... Bon, voilà. Mais il y a quand même une logique dans tout ça. C'est fait par elle. Et quand elle l'a expliqué, et quand il y en a qui... C'est maintenant devenu l'experte en chiffres romains. Je veux dire, chaque fois que quelqu'un veut comprendre les chiffres romains, il va voir Yousra et elle vient vers son affiche et elle lui explique. Et il progresse en général. Voilà, là il y a des chiffres, il y a une affichage sur calculaire d'un triangle, voilà, donc quelqu'un a voulu, c'est un peu sa leçon, mais plutôt que de le mettre sur un cahier de leçons, elle a voulu le faire partager à tous. Voilà, donc les affichages c'est pour les autres,
Donc c'est quand même une manière d'apprendre ensemble. J'essaye de formaliser ma pensée pour la montrer aux autres, et les autres profitent du fait que je l'ai formalisé. Voilà. Et on réduit la distance puisque l'affichage est fait par un élève qui vient d'apprendre. Donc l'affichage, il est proche du prochain élève qui va apprendre. Donc dans la classe, on apprend ensemble aussi par des situations réelles. Évidemment, ça c'est favorisé par la classe coopérative, que ce soit par le marché. Donc le marché, ils apprennent, ils ont de la monnaie, donc ils font des actes voilà, la marchande, quoi. Hein, ils vendent, ils achètent des choses. Et en plus, dans ma classe, par un heureux hasard, il y a eu des vols, pertes, enfin on n'a jamais trop su. Bref, on a fait une banque. Ils ont chacun un pot. Et ils mettent donc quand il n'y a pas marché, il n'y a pas d'argent dans la classe. Donc il y a une banque. Quand on sort le marché, on sort la banque et ils reprennent leur compte en banque. Et c'était dans des pots en verre, des pots de yaourt en verre, enfin de fromage de chèvre. Et un jour, le carton a cassé par en dessous et tout était cassé. Et évidemment, j'ai pas su remettre les bons comptes. J'ai quand même gardé des amis. Mais donc à partir de là, on a décidé de faire une feuille de banque, une feuille de compte. Donc à la fin de chaque marché, ils doivent écrire le solde qu'ils mettent dedans. Alors les premières fois, je vérifie, et puis voilà. Donc ils ont 232 neurones dans leur... ou 7 mai, ils ont 232 neurones. Et quand ils reprennent, et ben, ils vérifient. Ça a arrêté tous les problèmes qu'il y avait avec ça. Donc il y a beaucoup de comptage. En plus, j'ai des décaneurones, des hectoneurones. Ça n'arrête pas de compter pendant le marché. Donc c'est plutôt une situation réelle qui provoque des apprentissages, et c'est parce qu'on veut vendre aux autres. La caisse de la classe, on a un petit peu d'argent, donc on vend des journaux, on vend des gâteaux, on vend des choses, et on a un petit peu de monnaie. Donc on achète, pour la vente de gâteaux, on achète de l'essuie-tout, des assiettes en plastique. Quand on fait une fête, on achète des verres, voilà. Donc là, il y a des comptes aussi, et il y a un solde de caisse de la classe. Donc on chiffre les projets. Donc quand on veut faire un projet, on veut aller au cinéma, à l'aquarium, et ben on doit le chiffrer. Combien coûte un ticket de tram, combien on est, combien coûte l'entrée, voilà, on doit chiffrer le projet. Si on veut aller plus loin, combien ça coûte un bus. Voilà. Et je voulais vous montrer aussi donc dans le plan de travail, je voulais vous montrer le plan de travail de Salma là, du 25-1. Oula, pas très clair ça. Oui, enfin ça doit être au 8-2, oui, au 8 février, donc c'était cette année. Donc regardez tous les endroits où elle fait des calculs quand même. Hein. Donc par tableau là, c'est regroupé. C'est-à-dire dans le bilan chiffré, c'est regroupé par ceinture, texte ou article, travaux sur cahier, travaux sur fiche. Donc travaux sur cahier, ça va être tout ça. C'est les rituels principalement. Les travaux sur fiche, ça va être ça, plus les fiches de lecture. Ça va être les ceintures, et autres, ça dépend des fois, ça dépend ce qu'elle a fait. Là, elle n'a rien fait. Donc ça n'arrête pas de compter. Ça compte, ça regroupe, ça recompte, et voilà. Et c'est dur. Pour certains, c'est dur, et ils sont motivés à bien le faire, puisque s'ils dépassent, eh ben, j'enlève la différence. En théorie, je ne le fais pas toujours, mais en tout cas, c'est possible. Et puis, s'ils se sont sous-évalués, eh ben, je leur montre qu'ils auraient pu avoir plus, mais ils n'ont que ce qu'ils avaient évalué. Donc, il y a vraiment un travail là qui est fait sur la justesse, et ils n'ont pas envie de se faire arnaquer. Très bien. Donc voilà pour les situations réelles. Alors je vais parler aussi des créations maths. Donc dans la classe, les créations maths, il y a un protocole qui est une présentation à la classe des créations individuelles. Donc une fois tous les 15 jours, puisqu'ils doivent faire une création maths par plan de travail. Et on vote. Donc c'est un vote plébiscite, c'est-à-dire ça peut être un vote multiple, on peut voter pour toutes les créations qui nous plaisent. Et vous allez le voir, je mets ces créations maths sur une A4, et donc je fais rentrer autant de créations maths qui peuvent rentrer dans une A4. Donc s'il y a eu que du texte, eh ben, j'en fais rentrer plus. S'il y a des choses géométriques, eh ben, c'est des images, j'en fais moins. Et je commence par celle qui a eu le plus de voix. Voilà, celle qui en a eu 18, eh ben, elle rentre en premier, et puis j'arrête quand j'ai plus de place. Une fois que ça a été voté, ça c'est à un moment de la semaine. Et en général, le lendemain, c'est voté le lundi. Le lendemain, pour le mardi, après-midi, les élèves reçoivent ça. Donc là, c'était la création maths 9. Et voilà, il y a eu une proposition qui a été votée sur les fractions. Alors, c'est pas obligatoirement la 1 qui a eu le plus de votes. Après, je fais une mise en page. Hein. Bon.
Donc la nomme chacun de ses angles, c'est quelqu'un qui voulait donc visiblement le vocabulaire obtus, aigu et angle droit. Là, une symétrique, un carré magique, un trace un carré dans un cercle, termine les suites et que fait la machine. Les machines, il faut trouver l'algorithme qui est derrière l'entrée du nombre et la sortie. Alors il y en a plus là, c'est coupé. En deux, c'est difficile de trouver. Donc voilà, les élèves ont la création maths et ensuite ils rendent une A3 où ils montrent leur production. Alors je vais retourner en arrière. Donc les élèves reçoivent ça. C'est le temps de création maths. Pendant 10 minutes, ils doivent travailler seuls sur ça. Ils peuvent travailler dans l'ordre qu'ils veulent. Il n'y a pas de 1, 2, 3. C'est dans l'ordre qu'ils veulent, sur ce qui les intéresse. Ils peuvent n'en travailler qu'une, deux ou toutes. Ils peuvent, des fois, il y en a qui amènent des recherches qui demandent du temps. Et ils ne sont pas obligés de tout faire. Une fois qu'ils ont fini ce temps en individuel, ils le montent en groupe. Ils sont par table de 4 dans ma classe, donc à 4, ils se montrent ce qu'ils ont fait, puisqu'ils vont devoir présenter le travail de la classe sur une A3. Donc là, ils regardent ce qu'ils ont fait, et ils vont devoir, il y a une obligation qui est qu'à la fin, ils doivent quand même avoir répondu à tout. En tout cas, essayer. Donc là, ils regardent, s'ils ont tous fait la même, bon, ils vont se partager le travail, bon, toi tu fais celle-là, toi tu fais celle-là, toi tu fais celle-là. Ils vont essayer de se partager le travail. Ils ne sont pas obligés d'être consensuels. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas arriver à une réponse du groupe. S'ils ont deux réponses, ils se les montrent. Si c'est évident, ah bah oui, je me suis trompé, bah oui, j'avais pas vu ça, c'est ça qu'il fallait faire, donc ils la mettent pas. Par contre, s'ils disent, mais non, c'est comme ça, ils n'ont pas à se disputer, ils peuvent toutes les mettre. Voilà. Donc voilà des exemples. Donc ici, c'était la première création mathématique. Mesure le rayon, alors je sais pas où il est passé, mais en tout cas, ça a bien plu. De placer les coordonnées là, donc en jaune, etc. Ici, il y a des opérations, les voilà. Et ici, le diamètre, le voilà. Donc le rayon est, le diamètre est. Voilà, donc là, il y a une réponse. Un autre exemple. Donc là, voilà une création mathématique où il y avait sûrement un patron à faire, un trièdre. Ah bah oui, c'est... Là, il y a les fameuses réglettes Cuisenaire. Je retourne en arrière. Oui, c'est... Non, c'est pas celle-là. Donc voilà, là il y avait des réglettes Cuisenaire. C'était un élève qui avait fait toutes les manières de faire, je sais plus, 8 en réglettes Cuisenaire. Donc ça avait donné ça, il avait posé des questions là-dessus, fait une maison avec un crayon, un symétrique. Ici encore une. Ah ben là on voit que la 4 par exemple, ils ont mis un gros point d'interrogation, donc ils n'ont pas réussi. Ici la 3, je vois pas bien, donc ils l'ont pas faite. Ici on voit, ça doit être la fameuse énigme... sans lever ton crayon, rejoins les 9 pour les. Oui, c'est 9, les 9 points. Donc ça, ils l'ont peut-être un frère qui leur a montré ça, un copain ou au centre de loisirs. Et il l'amène en création mathématique et on y réfléchit ensemble. Donc là, c'est pas vraiment réussi. Mais après, on va en reparler. Là, il y a des coordonnées. Voilà, des symétriques, là, des frises. Voilà la création que je vous avais montrée au début et voilà ce que ça a donné dans ce groupe-là. Donc voilà, celle-là il y a une réponse. Là il y a triangle rectangle, triangle isocèle, donc là c'est faux, c'est pas des triangles, on va en parler. Là, vous voyez qu'il y a deux réponses. Donc il y a le symétrique, il y a quelqu'un qui a fait une translation et puis l'autre qui a fait un symétrique. Donc ils ont peut-être pas su, ils savaient pas, donc ils ont décidé de mettre les deux. Là, les carrés magiques, ils en ont mis 3. Alors, ou parce que ils se sont trompés, ou peut-être qu'il y a 3 réponses, je me souviens plus. Donc, ça montre aussi qu'on peut avoir plusieurs bonnes réponses, même en maths. Voilà, là, il y avait trace un carré dans un cercle. Alors, comme ils n'avaient pas de place, je pense que si on l'ouvre, on verrait le carré. Voilà, les suites, donc tout est là. Alors, pour reprendre, remarquez, vous avez une vidéo là, vous regardez une vidéo, vous pouvez faire pause. Donc, je vais le faire vite. L'exploitation des créations maths, 10 minutes en silence, 15 minutes en code chuchote, possibilité de continuer avec votre table, donc là ils peuvent travailler à 2, à 3 ou se répartir le travail. Ensuite, 10 minutes, un secrétaire collecte sur une A3, pas de consensus exigé, donc ils peuvent ou recopier ou découper, et voilà. Une demande, la table doit répondre à tout, même si c'est pas toujours vrai, c'est la demande. Ensuite, ils viennent les afficher au tableau, et je reprends au tableau les productions. Donc pas sur tout obligatoirement. Là il y a des fois, c'était facile, tout le monde a bien répondu, on passe, il n'y a pas besoin. Par contre cette histoire par exemple là de translation, symétrie, je vais y revenir, c'est sûr. Et voilà, je prends selon le temps, disons 15 minutes.
Voilà comment se passe une séquence de création maths dans la classe. Donc il y a 3 moments, hein. Il y a le moment individuel où il prépare une création maths à présenter, qui peut d'ailleurs donner lieu à une recherche mathématique. Il y a un moment de présentation des créations maths et de vote. Alors là, c'est pas du tout le processus de Monique Cartier là, et de l'ICEM où là il y a un moment d'oralisation assez important pour voir. Non, là on les présente juste pour comprendre ce que c'est, pour pouvoir voter sur laquelle on veut le travailler. Et puis après, donc sur une A4, un travail seul puis collectif. Voilà pour moi les créations dans ma classe. Et je vous ai mis aussi DVP conseil. Pourquoi? Parce que en fait, on apprend aussi les maths. Les maths, c'est apprendre à réfléchir. C'est des outils pour réfléchir d'une autre manière. Et donc, quand je fais une discussion à visée philosophique, quand les élèves apprennent à argumenter, quand les élèves apprennent ce que c'est une différence entre un conseil, entre un exemple et un concept, eh ben, ils font des maths aussi. C'est une différence entre voilà, ces recherches. L'exemple, c'est la recherche peut-être. Et ensuite, la réponse, une réponse. C'est aussi se poser des questions. Dans une DVP, c'est aussi permis. Quand on recherche en maths, il faut se poser des questions. Donc voilà, donc les conseils aussi, le fait d'argumenter. Tous ces moments de parole et tous ces autres moments où on apprend en classe coopérative qui sont un peu... Eh ben c'est aussi des moments où en fait on apprend des choses qu'on va transférer en maths. Voilà. Et ça, c'est des choses qui ne peuvent se faire qu'ensemble. Très bien. Donc, non, là j'ai présenté déjà les affichages. Très bien. Donc, on a fini sur apprendre ensemble. On va passer aux évaluations qui représentent aussi des apprentissages. Donc, évaluer pour apprendre. Alors, dans ma classe, il y a plein de moments d'auto-évaluation. Donc, on l'a vu, de type calcul mental, on ne va pas revenir dessus. Puisque voilà, il y a la réponse au tableau, on s'auto-évalue. Même si on a vu qu'après, il y avait un processus d'apprendre ensemble, puisque chacun donne ses processus et ses procédures mentales. Le maître du temps. Dans la classe, on a un maître du temps. En général, les élèves qui n'ont pas qui ont du mal avec l'horloge, et ben, ils deviennent maîtres du temps. Et c'est eux qui vont, en fonction de l'emploi du temps, dire il est 10h30, on descend. Donc là, les autres vont leur rappeler et leur faire vite apprendre l'horloge. Donc c'est une auto-évaluation par rapport au temps qui passe, mais ça va se faire aussi ensemble. Donc l'ordinateur, donc je vous l'avais déjà montré. J'en profite pour vous montrer un autre logiciel qui est super, Primat 1.5. Prenez bien le 1.5 si vous le téléchargez, il est gratuit aussi. Et justement, ça, le 1.5, sa particularité, c'est qu'il y a aussi une entrée par élève et qu'on peut suivre un peu les résultats là où il travaille beaucoup. Alors là, c'est pareil, il y a vraiment c'est superbe. Hein. On peut paramétrer pas mal, les enfants le paramètrent, hein, et puis voilà, on a des exercices. C'est un peu moins char d'assaut soviétique, ils aiment beaucoup plus ça. Il y a du son, enfin c'est vraiment et il y a des corrections à chaque fois. Donc c'est vraiment retourner au menu. C'est vraiment un bon outil sur les nombres entiers, nombres décimaux, fractions. Vraiment un superbe outil, ils adorent et ils passent beaucoup. Et ça c'est pareil, ils peuvent le télécharger. Moi j'en ai qui l'ont téléchargé en classe. Voilà. Donc ben vous le ferez pendant la présentation du colloque. Il y a Anas qui nous a fait une démonstration qui était probante et il allait beaucoup plus vite que nous. C'était sur Abacalc. Voilà. Donc, les auto-évaluations, on a montré. Donc ça, on est en auto-évaluation, donc on pourrait dire on apprend seul. Mais l'ordinateur, je l'ai déjà montré, hein, en fait, ils sont souvent à 2 ou 3 dessus. Et puis, toutes ces choses-là, elles se font parce qu'on est en classe. Entre pairs. Donc, le tableau je grandis. Donc, dans ma classe, j'utilise Pidapi, je vais y venir juste après. Et Pidapi, on passe des ceintures de discipline. Donc ici en maths, on a calcul, géométrie, mesure, numération. Et donc les enfants passent des ceintures de jaune, orange, verte, bleu, marron. Là, il y en a une marron. Et donc, il y a la socialisation des résultats positifs. Donc quand je réussis une compétence et une ceinture, je viens mettre une gommette ici. C'est affiché dans la classe, derrière le tableau de gauche. Et les élèves, ils passent beaucoup de temps.
D'abord, c'est eux qui vont mettre leur gommette, et quand ils vont mettre leur gommette, ils se comparent aux autres. Et ensuite, ils vont appeler les autres. Ah, c'est vrai, tu as eu la ceinture verte. Donc, il y a ce côté émulation des enfants. Et en plus, c'est vrai que même si on est là, on voit Jawad en français, là, en lecture, écriture, il écrit vraiment pas très bien, il avance pas. Par contre, en maths, en géométrie, il est vert. Hein. Donc, il est bon, et on est toujours bon quelque part quand il y en a autant. Donc, c'est le premier aspect, l'aspect socialisation des réussites et émulation. Et puis le deuxième aspect, c'est que je peux venir ici regarder qui est expert. Si je suis Salma et je passe ma ceinture orange de numération, je peux aller voir mon copain Walid de ma classe là, de CE2, de mon âge, ou Sergi, qui sont eux verts. Donc ils ont déjà passé l'orange et la verte. Donc c'est certainement des spécialistes. Donc je peux aller voir ma copine Rania, qui elle aussi est verte en CM1. Et elle peut m'expliquer des choses. Donc le fait que c'est socialisé, ça marque des experts. Et ça va permettre des interactions d'apprentissage entre les enfants. Très bien. Donc l'étape de multiplication, je vous ai montré le tableau de Bruce, hein, où c'est un élève qui montre, qui marque ses réussites, et puis c'est l'élève qui vérifie, qui apprend aussi. Donc là on apprend, c'est sous prétexte de l'évaluation, on continue à apprendre. Alors pour s'assurer que l'élève apprend dans la classe et retient ce qu'il a à retenir pour lui-même, j'utilise dans la classe, cette classe de cycle 3, l'outil PIDAPI. Alors l'outil PIDAPI va permettre à l'élève de décider de passer une évaluation et de montrer qu'il valide des compétences, et ainsi dans les 3 années du cycle, pouvoir avancer dans tout ce qui est demandé en maths pour le cycle 3 pour se préparer à la 6e. Donc PIDAPI, c'est des pré-ceintures, un outil de remédiation. Donc la pré-ceinture pour vérifier les prérequis, savoir ce qu'il a à travailler, inutile qu'il travaille ce qu'il sait déjà. Donc remédier, un outil de remédiation aussi qui peut être seul ou à plusieurs dans le cas où certaines compétences ne sont pas validées. Et donc des ceintures pour vraiment valider la compétence. Donc c'est un outil d'évaluation positive. L'élève marque ses évaluations lorsqu'il les a réussies. Et on verra que pour aider tout le monde, et les parents, et l'élève, et l'enfant, et l'élève, et moi, il y a un outil de suivi qui est intégré. Alors je vais vous montrer juste rapidement des exemples. Donc voilà ce que c'est qu'une pré-ceinture. Donc là c'est pré-ceinture bleue, donc c'est le niveau CM2, hein, première Dan. Donc c'est sur la multiplication. Donc on voit que l'élève doit poser et faire des multiplications, soustraire rapidement un nombre de têtes, poser et faire des soustractions à 2 nombres, voilà. Donc chaque compétence est évaluée par une consigne, un petit exercice assez simple, et elle a un numéro de référence. Voilà. Donc l'élève prend cette feuille, là il le fait seul, il peut se faire aider sur l'explication des consignes, mais il le fait seul et il me le rend. Une fois que c'est corrigé, je valide ou pas les compétences. S'il a tout validé, il avance, enfin, il va passer à la pré-ceinture. Sinon, il va aller vers une feuille aussi qui lui explique, par exemple là, il n'a pas réussi à mesurer les durées. Donc il a vu sur sa pré-ceinture que la 7-11, il ne l'a pas validée. Il a été donc chercher la fiche de remédiation 7-11, qui est toujours organisée de la même façon, en 4 parties. 1, qu'est-ce que je sais faire? Parce que cette compétence qu'il ne sait pas faire, est-ce que c'est parce qu'il ne voit pas la différence entre heure, minute et jour? Est-ce que c'est parce qu'il ne sait pas vraiment faire les conversions? Ou est-ce que dans un sens et dans l'autre? Donc il y a un conseil qui est une leçon. Et puis, une fois qu'il a passé, il y a 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, et il a les corrections derrière. Donc les réponses à qu'est-ce que je sais faire sont là. Donc c'est un outil d'auto-évaluation. Ce qu'il voit qu'il sait faire, il n'a pas besoin de le travailler. Il lit le conseil, il voit ce qu'il a à faire. S'il a besoin de s'entraîner sur le point 3 qu'il n'a pas réussi, il recommence à s'entraîner. Il a d'autres exercices pour s'entraîner. Il a là aussi la réponse,
hein, puisque c'est recto verso. Ça, c'est une feuille A4. Et enfin, quand il pense savoir, eh ben, il a un test qui reprend et qui là, évidemment, il fait seul, il n'a pas les réponses et il me le donne pour que je le corrige. S'il passe l'évaluation, la validation, s'il valide cette compétence 7-11, il avance vers la ceinture. À noter aussi que ces compétences sont sous deux formes, ces fiches de remédiation. Une, on va dire, assez écrite, et une deuxième qu'on appelle les bis. Hein, là, en l'occurrence, c'est un mauvais exemple, ça ne fonctionne pas. J'avance, voilà. Voilà. Donc là, c'est la 7-12, calculer l'aire d'une figure. Donc ça explique d'une manière assez, qui est explicite sous forme d'écrit. Et puis, suite aux travaux de Britt Maribat sur la conceptualisation, nous avons fait aussi des fiches qui correspondent à certains élèves, où en fait c'est à eux de se construire la règle. Par contre, ils ont des exemples positifs, des exemples valides et des exemples non valides pour calculer pour apprendre sur cette compétence. Voilà. Donc à chaque fois, il y a certains élèves il y a la majorité des élèves qui vont sur la fiche régulière, et d'autres qu'on sent qu'un texte comme ça ne leur apprendra rien du tout. Et parfois, de voir des exemples et contre-exemples, ça les aide beaucoup plus et ils se construisent eux-mêmes leurs leçons, en fait. Voilà. Une fois que c'est fini, qu'ils ont remédié, ils passent aux ceintures. Alors, il est à noter que si les pré-ceintures sont une compétence, une consigne, depuis la version 6, les compétences ici sont une évaluation de ceinture complexe, c'est-à-dire que dans cette ceinture de géométrie verte, par exemple, toutes ces compétences-là sont vérifiées. On en a besoin pour réussir la ceinture. Par contre, elles ne sont pas évaluées dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exercices, mais dans 4 consignes. Et pour l'élève ou pour l'instit, on voit que cette consigne évalue la 6-4, 6-6, 6-8. Donc voilà, donc c'est ce qu'on appelle une évaluation complexe parce que c'est un exercice un peu plus intéressant en général et qui évalue plusieurs compétences en même temps. Voilà, quand l'élève a réussi cette ceinture, il est validé. Alors, ceci vient se mettre sur sa boîte à outils où il a l'ensemble des grilles des ceintures, ça il le reçoit en début de CE2, et il a ici l'ensemble des compétences qui sont nécessaires, qui sont obligatoires de maîtriser pour passer en 6e. Bon, sachant que le niveau bleu, c'est déjà un niveau de CM2, un bon niveau de CM2, bon ça dépend évidemment des collèges, mais nous on vise le bleu dans ma classe. Bon, il y en a plus si affinité. Voilà, et donc ici vous voyez qu'on peut mettre du blanc ou du bleu, du blanc, du orange. Il y a du blanc, donc on peut mettre du rouge ou du vert. S'il passe la remédiation, le test, eh ben, il a du vert et il a deux ceintures possibles. Si jamais il se trompe, il faut encore lui réexpliquer, refaire sous une autre forme. Et donc chaque fois qu'il est tout vert à toutes les compétences, eh ben, il est jaune et il passe à la ceinture suivante, orange première dan et ainsi de suite, pendant les 3 années jusqu'à au moins la bleue. Voilà, donc ce suivi, ben voilà, là, on s'occupe que des maths. Il est en calcul, il est en géométrie. Voilà, on retrouve la verte, là, reconnaître les angles droits, identifier. Voilà, la mesure, la 7-11, mesurer les durées, la voici. Donc quand il aura réussi, là il s'était trompé, il aurait eu rouge. Au test, il a eu vert, il a repassé la ceinture, toute la verte deuxième dan, et il est vert deuxième dan. Voilà. Et là, en numération, c'est la même chose. Très bien. Donc ici, on en a terminé pour ce qui est de cette présentation. Pour terminer, je vais terminer par des questions je suis toujours en train de me poser. Cette façon d'apprendre ensemble, il y a le problème du bruit, qui est un problème qui est vraiment à gérer, donc il faut utiliser des outils, il faut vraiment y penser, il y a des outils qui existent, mais voilà, ça ne convient pas à tout le monde, on n'a pas tous le même seuil. Il est évident que plus les élèves apprendront ensemble, plus ça fera de bruit. Et ça, il faut être au clair avec ça. Il y a toujours une possibilité, quand les élèves avancent à leur rythme et ils apprennent ensemble, qu'il y ait des points non vus. Alors ça, ce problème a été grandement résolu par l'outil Pidapi, qui à la fois quand même normalise le travail des enfants, en tout cas une partie du travail des enfants, mais qui en même temps permet et à l'élève et à moi et aux parents
de visualiser les endroits où l'élève ne va pas naturellement, où il essaye d'éviter, et que quand même il n'y ait pas de trou quand il arrive en sixième. Alors l'autre point qui me pose encore question, c'est le principe, c'est la fatigue. Suivre les élèves, autant de parcours différents avec des élèves qui travaillent sur des choses qui sont les leurs, ben, ça oblige à suivre énormément de parcours d'apprentissage, d'aider d'une manière spécifique les enfants. Et il faut avouer que c'est une fatigue ça va, mais c'est quand même, il faut s'investir beaucoup. Disons que ça demande une attention qui est assez soutenue. Voilà. Et la dernière question, est-ce que apprendre ensemble, ça convient à tous les élèves? Alors ça, c'est une question qui restera pareil, de toute façon, qui reste une question, mais qui est insoluble. Est-ce que tous les enfants profitent de cette organisation? Est-ce que 25 enfants peuvent profiter de toute façon d'une organisation? Ça, c'est... Par contre, de garder la question ouverte permet de rester vigilant et d'adapter les dispositifs, puisque certains enfants, ça leur convient très très bien. D'autres, ils ont besoin de beaucoup plus d'étayage et de guidage. Et j'essaye de faire attention et je continue à réfléchir pour que dans ma classe, les deux types d'enfants, tout l'éventail de besoins des enfants soient à peu près adressés, en particulier avec les degrés d'autonomie, puisqu'il y a certains élèves qui ont un degré d'autonomie fort et donc qui choisissent le travail qu'ils font pendant les temps de travail en autonomie et dans l'ordre dans lequel ils le font. Ils sont degré d'autonomie 3. Et certains élèves sont degré d'autonomie 1, parce que quand on les laisse avec un degré de liberté pour choisir leur travail, eh ben, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Et parce que aussi, quand ils se retrouvent en difficulté, ils ont du mal à se débloquer tout seuls. Donc ça, c'est vraiment dans la classe apprendre ensemble, eh ben, ils peuvent se débloquer, il y en a certains seuls, avec leurs outils, avec des outils qu'ils ont à leur disposition. D'autres, c'est avec des outils et des copains. Et puis d'autres, c'est avec l'enseignant. Et donc, on apprend ensemble, mais de manière différente. Je vous remercie pour d'avoir écouté cette présentation. J'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous invite à aller sur le site de l'ICEM, site de l'ICEM 34, pour continuer à explorer dans ce sens, ou le site PIDAPI, pidapiasso.fr, pour si vous avez été intéressé par un outil ou un autre. Au revoir.